Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour l'ultime numéro de Taxi Presse de ce mois de mars. La messe de vendredi de ce jour donc, Abi Alpha Isotou, Fabrice Pechesi, Ferdinand Haïté et Tchaniao Aremiyaou, avec eux nous reviendrons sur la situation politique de notre pays. Nous parlerons des derniers événements. Nous reviendrons également sur ce phénomène qui a cours depuis quelques jours et ça crée la psychose, il faut le dire, dans l'opinion. Cette histoire de Gayaman, des jeunes béninois qui auraient envahi notre pays. Ils sont à la recherche d'organes humains, de sang humain. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Puisque en début de semaine, l'alternative a donné une alerte, puisque le phénomène est sous-régional. On va en parler ce matin. Et puis, nous aurons beaucoup d'autres sujets également traités par les journaux ce matin. Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères ici, mais avant, une idée des journaux qui sont dans les kiosques. Le matin, on en a longuement parlé. Je vais juste vous donner les journaux qui sont dans les kiosques. Il y a le quotidien Liberté, il y a le quotidien Forum de la semaine, on ne l'a pas vu le matin. Le confrère qui parle de découverte macabre à Aépé, dans la préfecture de Yoto, des corps et crânes humains trouvés dans le domicile d'un féticheur. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. Le confrère qui parle de la politique avec Nana Akufo-Addo qui a repris les consultations bilatérales avec UNIR. Ça s'est passé en début de cette semaine. Et puis OTR qui définit sa stratégie pour mobiliser les recettes fiscales exercice 2018. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. Il y a le quotidien Togo Matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, l'hebdomadaire Le Tonnerre, l'hebdomadaire Le Canard Indépendant qui parle de la crise politique. Une transition sans fort est-elle possible? C'est l'interrogation du journal qui revient forcément sur ce qu'a déclaré cette semaine le président du PNPTP, Achadam. Crime rituel traqué au Bénin, les Gayaman se réfugient au Togo, vigilance, alerte ce matin aussi le confrère Le Canard Indépendant. On reviendra largement sur le sujet tout à l'heure. Méga info aussi dans les kiosques. FNFI, échec, scandale et fiasco financier. Projet privé de méthodologie financière. Misère et pauvreté en ascension. Les milliards de Toméga Dogbe traumatisent encore les populations. Vous lirez l'article dans le journal Méga Info, qui est dans les kiosques donc ce matin. Direction générale de l'élevage, vers zéro maladie animale au Togo. L'article est à lire dans le journal Méga Info. Il y a le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation qui est aussi dans les kiosques ce matin, l'hebdomadaire L'audience, l'autre hebdomadaire La voix du peuple, Vox Populi, et puis l'hebdomadaire Le rendez-vous qui est paru donc ce matin, et le dernier journal ce matin avec nous c'est Vérité des peuples. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Retour en studio avec mes confrères Abi Alpha Isotou. Bonjour Abi. Et bonjour confrère, bonjour à ta radio, à tous nos auditeurs et auditrices. Bonne prière du vendredi à tous les frères et sœurs musulmans. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu, à la togolaise, mais on ne se plaint pas. Vous êtes venu avec les proverbes? Oh, selon les circonstances. J'espère que vous allez l'utiliser à volonté ce matin. Bonjour Tchaniao Aremiyaou. Eric, bonjour. Je pense que pour toutes les communautés religieuses, aujourd'hui est un jour à double sens saint. Vendredi pour les musulmans, jour de prière, la Juma, et un vendredi saint chez les chrétiens qui vont à 13h peut-être aller au chemin de la croix. Donc je souhaite bon vendredi à tout le monde et bonne fête aux chrétiens qui vont le dimanche célébrer la Pâque. Oui, comme on dit chez les catholiques, bonne montée à la Pâque. Voilà. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour grand citoyen d'État Eric, bonjour aux auditeurs. Une pensée pour tous ces chrétiens qui vont célébrer la Passion du Christ et le chemin de croix aujourd'hui pour les catholiques. Et puis bonne prière à tous les frères musulmans. Alors, je voulais, votre voix n'est pas bien sortie, je pense que vous allez maintenant commencer par parler un peu plus fort. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce phénomène de Gayaman qui finalement inonde les réseaux sociaux. C'est vrai que
L'Alternative a été l'un des premiers journaux à donner l'alerte dès mardi dernier. Et ce matin, le confrère Forum de la semaine nous renseigne qu'il y a eu une découverte macabre à AEP, AEP dans la préfecture de Yoto, des corps et crânes humains trouvés dans le domicile d'un féticheur. Est-ce que cela a un rapport avec les Gayamans? On n'en sait pas trop. Mais avant de revenir sur le sujet, nous allons parler du sang. Puisque ces gens-là, les Gayamans, il semble qu'ils sont à la recherche du sang. Les citoyens togolais ont besoin du sang. Il se passe qu'au niveau du centre national de transfusion sanguine, il y a de sérieux problèmes de disponibilité de sang. Alors pour évoquer le sujet, nous avons au téléphone l'un des responsables du mouvement Nweke, Fovi Katakou. Fovi, bonjour. Bonjour Eric. Alors Fovi, votre mouvement Nweke organise demain, samedi, une vaste opération de collecte de sang. Bien sûr que ça a été au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Pourquoi une telle initiative aujourd'hui? Une telle initiative, le mouvement Nweke a constaté qu'il y a un problème de manque de sang, de poids de sang dans les centres de transfusion sanguine au Togo. Donc les Togolais, en cas d'accident, de maladie, n'arrivent pas à trouver de sang pour se soigner. Donc pour amener les uns et les autres à donner du sang et à mettre le sang à la disposition des malades, oui. Nous, à Nweke, nous avons pensé qu'il faudrait que nous organisions cette action citoyenne pour appeler les uns et les autres à donner leur sang pour sauver une vie. Alors, c'est aussi ça votre contribution pour une cité en marche. Les citoyens doivent être en bonne santé, hein? Oui, nous appelons tout le monde parce que le sang, on ne produit pas le sang dans une usine ailleurs. Oui, bien sûr. C'est seulement l'homme qui produit le sang. Donc, il va falloir que nous interpellons les uns et les autres pour venir donner leur sang. Alors, cette initiative, ce n'est pas la première fois que vous l'organisez, il nous semble. Non, c'est la deuxième fois. L'initiative Mon sang pour le Togo, c'est la deuxième fois que nous l'organisons. D'accord. Pour montrer notre amour à la nation, pour prouver aux uns aux autres que le mouvement Nweke est un mouvement citoyen patriotique. D'accord. Et ce sera donc demain l'opération. Donc vous lancez cet appel civique à l'endroit de tous les citoyens. Et nous appelons tous les citoyens. Nous appellerons les responsables des partis politiques, le gouvernement, le régime, unir les soldats et tous les citoyens à venir au Centre national de transfusion sanguine de Toko et de Massessi à 7 heures pour que ensemble nous donnons le sang pour sauver des vies au Togo. Donc demain, l'opération commence à partir de quelle heure précisément? À partir de 7 heures. D'accord, très bien. Merci beaucoup Fovi Katakou. De rien, merci à toi aussi. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Retour en studio et on va maintenant évoquer cette affaire de Gayaman. Ferdinand, qu'est-ce que c'est quoi encore cette histoire? Non, mais moi, d'abord, bonjour, moi je ne sais pas trop ce que c'est que l'histoire des Gayaman. Ce que je sais, c'est que il y a un phénomène régional où les enfants sont assassinés pour des crimes, c'est pour des crimes rituels, et ça a commencé par la Côte d'Ivoire, ça a touché le Sénégal. Les autorités de ces pays ont réagi, surtout le président Macky Sall a été très dur, a réagi, a demandé à traquer ces gens. Et puis après, le Bénin a été touché, et c'est au Bénin qu'on a appris que on sacrifiait les en Côte d'Ivoire, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, il y a les prêtres, les sœurs qui ont marché, voilà, qui ont fait des manifestations. Et puis au Bénin, il y a eu tout, c'est pour le Bénin que ça a pris de l'ampleur, parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça vient du Bénin, où on démentait tous les jours les réseaux, où les gens sacrifient des humains pour les fétiches, surtout le fétiche qu'ils appellent souvent dans le vaudou Kenessi. Et donc, nous avons fait quoi? On a juste lancé un appel à la vigilance, parce que quand le phénomène a vos frontières, ce que vous pouvez faire en tant que journaliste, c'est d'attirer l'attention des autorités, de la population, pour que on veille sur les enfants quand les enfants sortent, surtout aussi les filles qui aiment la vie facile et tout ça. Donc c'est cet appel que nous on a lancé le mardi passé. Oui. Aux autorités, à toute la population, et aux organisations des droits de l'homme, aux organisations des droits des enfants, pour que des gens interpellent les autorités, pour qu'il y ait plus de mesures de sécurité pour nos citoyens. Bon, c'est ce que nous on a fait. C'est notre devoir de journaliste de sonner l'alarme pour que les autorités soient au courant. Bon, maintenant, tout ce qui suit maintenant, quelques jours après, on ne maîtrise pas trop. Oui. Alors, on a peut-être vite compris ou fait le lien très rapidement par rapport à ce que vous aviez dit mardi passé. Mais comment est-ce qu'on peut finalement, Tchaniao, expliquer le fait que depuis lors, aucune autorité au Togo, même par le ministère de la Sécurité, personne ne dit rien autour de ce phénomène? Si c'est vrai, si c'est faux,
Mais la psychose aujourd'hui est bien là dans l'opinion. Oui, bon, sur le fait que les autorités ont gardé le silence, bon, peut-être qu'on nous dira à leur niveau que c'est des mesures stratégiques pour eux de ne pas en parler, mais de mettre quand même les pions pour commencer par veiller et traquer ces gens-là d'une façon ou d'une autre. Les populations qui n'ont pas l'information vont être non, je crois que si c'est ce qu'ils entendent, croire en gardant ce silence, je crois que c'est mal ficelé, parce que ici c'était parti d'abord par le phénomène WhatsApp. Et quand des choses viennent par WhatsApp, vous savez, il y a beaucoup de gens qui émettent d'abord des doutes. Et moi, quand on a commencé par m'envoyer des messages de ce genre, j'ai dit que ça doit être des montages, ça doit être des gens qui sont quelque part. Mais c'est lorsque j'ai vu des journaux béninois, c'est-à-dire il y a des confrères béninois qui en ont fait cas, j'ai vu des gens nous ont envoyé des vidéos où c'est le ministre de l'Intérieur béninois même qui est monté au créneau avec tout l'armada militaire, où les gens ont promis et qu'ils ont dit qu'ils feront tout pour que ce phénomène-là soit définitivement enrayé de leur territoire. Bon, maintenant, quand on dit que les gens ont traversé la frontière, tout donne l'impression comme si c'était seulement Cotonou-Lomé. Le Togo et le Bénin font frontière sur une bonne distance. Et je crois que les pauvres Togolais qui sont dans les villages, les pauvres Togolais, oui, à l'intérieur du pays, il faut que le gouvernement parle. Il faut que le gouvernement essaye d'utiliser la télé, les radios et tous les canaux possibles pour communiquer, pour que nos populations-là soient informées de ce qui se passe, pour que les gens prennent des dispositions. Même les députés à l'Assemblée doivent même se servir de ce qui se passe là pour aller sur le terrain, pour sensibiliser les populations. Notons et rappelons-nous que le Togo a déjà vécu peut-être pire que ce qui se passe à Cotonou. Il fut une année où, dans ce Lomé, où sur le territoire togolais, il n'y a pas de jour où on a un signal de mort de jeunes filles. Ah oui. Et au total, en 2014, on avoisinait 80 jeunes filles sur le territoire qui ont disparu, que les gens ont décapité. Finalement, il n'y a que Ama Bruno et Simlawa Pacha qui sont actuellement en prison. On n'a pas connu les commanditaires de ces actes-là. On n'a pas su qui était caché derrière tout ce rideau-là pour créer ce désastre dans notre pays. Donc je crois que les autorités, même s'ils ont leur stratégie, il faut que les députés, les ministres et tout le monde se servent de ce qui se passe pour aller sur le terrain expliquer aux populations des profondeurs, parce que moi je ne voudrais pas qu'on entende qu'il y a eu des Togolais qui sont morts avant que les gens commencent pas pour il paraît qu'on a arrêté des gens hier à Bekwe. Mais qu'on nous les présente pour que on a vu des images, et les audios. C'est toujours sur WhatsApp. Oui. Et je crois que il y a eu une opération. Les gens ont confirmé. Les gens ont témoigné. Écoutez. Moi, ce que je suis en train de dire, s'il y a une opération... Ce matin, j'en parlais... Je n'ai pas suivi ça à la radio. Attendez, vous n'allez pas tout suivre quand même. Ce matin, je parlais un peu avec Fabrice Petiesi. Je lui disais que j'ai eu des difficultés pour pouvoir recouper. Mais après notre discussion, j'ai quand même réussi à m'informer. Et c'est vrai, à Bekbenou hier, il y a eu des gens qui ont été arrêtés par la police. Ils ont été arrêtés parce qu'ils occupaient des jeunes qui occupaient une maison, tout ça. Et on a conclu que c'est ça. Enfin, voilà. Le problème est réel. Bonjour, Fabrice Petiesi. Oui. Je crois que bonjour. Bonjour. Excusez-moi je voulais juste vous saluer d'abord. Et donner la parole à Abi Alpha d'abord. Non, je vous étouffe pas. Vous avez donné l'essentiel. Allez-y, Abi Alpha. Tu es taquin, Fabrice. Bon, moi, je pense que c'est un phénomène cyclique. Comme le dit tout de suite Tchaniao, on a déjà connu. Il y a eu des gens qui ont été pris. Entre-temps, même, des noms de grosses pointures ont été avancés. Après tout, ces noms ont disparu des 10 circuits. On s'est contenté seulement... On s'est contenté seulement de garder quelques brebis en détention, mais qui sont les commanditaires? Quel est le cerveau? Alors qu'à l'époque, c'était dans les parades du Camphire, le long des rails, les zones un peu obscures de la capitale. Au niveau de était vraiment un spectacle pour les corps sans vie. C'est triste. Tu sais, moi, ce phénomène,
Si une autorité veut agir, elle a de quoi agir. Il y a des quartiers ici avec un marché. Si tu veux un organe humain, tu peux t'en procurer. Non, les eaux. Mais ce que j'ai dit, la police m'écoute. Ceux qui sont dans les renseignements, ils nous écoutent. Il y a un marché ici. Si tu veux, tu parles des intermédiaires. Tu fais la commande. Tu fais la commande. Non. Il y a des gens qui ne. Il y a des. Je dis, des choses réelles encore aujourd'hui. J'aurais dit, après ça, tu peux ouvrir ton dossier, ton enquête. Il y a un marché ici. Ceux qui sont dans la sécurité le savent. Donc c'est pourquoi ils disent, s'ils veulent arrêter le phénomène, ils savent quoi faire. Les gens savent quoi faire. Les gens savent quoi faire. Il y a des marchés, quand tu arrives, c'est vrai, ce n'est pas exposé à la façon des bols de maïs qu'on vend. Mais c'est là-bas que les gens se procurent. C'est ça, c'est ces réseaux qui ouvrent les tombeaux pour récupérer les squelettes, les ossements et tout ce que vous savez. Il y a un marché ici qui est reconnu, c'est historique d'ailleurs, qui est reconnu comme le pôle d'approvisionnement par rapport aux charlatans et tout ce que vous savez. Ce n'est pas un secret que je donne ici. Donc, moi je pense que c'est cyclique. C'est cyclique et quand un phénomène comme ça qui touche à la sécurité des êtres humains va et revient, c'est très dangereux. Et puis quand tu observes, oui, quand on n'en parle pas. Ici, nous ne sommes pas devant un secret militaire pour qu'on dise que non, machin, mais c'est un phénomène social. Peut-être qu'on n'a pas envie de créer la psychose. Mais c'est quoi la psychose? C'est quoi la psychose? C'est quoi la psychose? Je pense qu'il faut que l'autorité compétente sensibilise, informe pour que le minimum on prenne les précautions autour des familles, autour des enfants, autour des écoles, tout ce que vous savez. Bon, mais heureusement qu'ils sont on ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas jusqu'à quand ils vont se taire, mais ça commence vraiment à paraître inquiétant. Je dis encore, je redis que c'est un phénomène qui est déjà assis ici, qui ronfle. Si l'autorité veut l'arrêter, il sait quoi faire. Le phénomène ronfle carrément. Fabrice Fekeji, quel est votre avis sur ce sujet-là? Non, c'est vrai que la rumeur a circulé, on l'a eu sur les réseaux sociaux. C'est vrai aussi que depuis un certain temps, il faut se méfier de tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, bien mais sûr. Les journaux en ont parlé. Alors, pourquoi l'autorité ne réagit pas? Bon, peut-être que nous sommes préoccupés par le dialogue. Ça, c'est une parenthèse. Non, on va pas résoudre le Togo au dialogue, quand même. Juste une blague. Mais il faut dire que c'est vrai qu'au niveau de l'État, et peut-être qu'avant de s'avancer sur ce terrain et tenir un discours officiel, peut-être qu'il faut avoir un certain nombre d'éléments pour ne pas accentuer la psychose. Parce que c'est vrai que les gens en parlent déjà. Mais vous voyez, si aujourd'hui l'autorité suprême au niveau de la sécurité se prononce sans donner des garanties, ça peut accentuer la psychose. Parce que effectivement, ce qui se passe du côté du Bénin, il y a même le tourisme a pris un coup. Le tourisme a pris un coup par rapport à cela. Et ici, bon, par exemple, hier, ceux qui ont été arrêtés, et c'est vrai aussi que tout de suite, on ne peut pas communiquer là-dessus sans savoir exactement. Ça peut être, c'est une présomption. Ils sont présumés, enfin, peut-être qu'il y a une alerte, on ne sait pas ce qu'ils font exactement. On est allé les prendre. Je crois que quand on saura davantage ce qu'ils font exactement, parce que ça peut aussi être une fausse alerte. Donc, bon, mais le phénomène existe dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, on a vu les mois que cela suscitait avec la tuerie du petit garçon entre-temps et tout cela, au Sénégal et tout cela. Au Togo, comme le disait Abi Alpha, on a eu par le passé également des situations comme ça avec les jeunes filles au niveau d'Agounivé et tout cela. Alors aujourd'hui, mais quoi qu'on dise, je crois qu'à un moment donné, il faut que l'autorité rassure plus ou moins en disant nous avons pris des dispositions pour éviter ceci ou cela, parce que pour dire depuis quelque temps nous écoutons des choses, nous sommes au courant, on est en train de faut pas paniquer, soyez prudents, mais ne paniquez pas, nous avons pris des dispositions comme ceci, parce qu'effectivement la psychose est déjà là, parce que hier un ami me racontait qu'il était à bord d'un véhicule, il allait quelque part, quand il se perdait. Il interpelle une jeune fille qui devait lui indiquer, elle a détalé. Elle a détalé parce qu'elle a entendu. D'abord, quand elle a détalé, c'est après les gens lui demandent qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, que c'est des gens qui sont dans la voiture. Et ça aussi, c'est dangereux. Parce qu'on sait aussi comment un officier est mort bêtement
au niveau du Ghana. C'est pour cela il faut que l'autorité effectivement intervienne pour rassurer les gens et pour éviter qu'on livre parfois des innocents à la vindicte populaire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien pour un Béninois, par exemple, de venir séjourner au Togo. Justement, vous venez, vous êtes dans un hôtel, on peut tout de suite vous... C'est pour cela il faut que peut-être la sécurité parle, dit si vous avez des éléments, venez vers nous. Oui. Au lieu de peut-être prendre plutôt que d'intervenir, parce que si on rentre dans un cycle où on soupçonne tout le monde, on risque de faire des victimes inutiles. Mais il faut que les autorités sécuritaires rassurent on les le voit un peu populations. partout en France, notamment puisqu'on a accès à leur chaîne de télévision où on dit on est en train de rechercher quelqu'un. Si vous le voyez, n'approchez pas, appelez-nous, nous allons intervenir. Et ça aussi, on peut le faire. Ferdinand, il faut que la sécurité parle finalement. Oui, je crois que la communication, c'est pas la communication, c'est ce qui manque au gouvernement togolais depuis longtemps. On l'a toujours dit. Le phénomène, il est là, comme on vient de le décrire, il est réel et il touche tous les pays voisins. Il y a des risques que ça nous touche. Donc, il faut juste faire une communication préventive. Parce que ça existe aussi, il faut faire une communication de crise, une communication préventive, il faut appeler les gens à la vigilance. Et maintenant, puisque la psychose est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les WhatsApp aujourd'hui, les vieilles, les enfants, tout le monde a les images, tout le monde en parle. Maintenant, il faut essayer de dévancer tout ça pour éviter les dérapages. Fabrice vient de dire quelque chose de très important, il ne fait pas bon aujourd'hui peut-être à Lomé de circuler en RB, parce qu'on va commencer par vous soupçonner. Donc il va avoir une fixation sur une communauté, sur une nationalité. Donc il faut devancer tout ça en communiquant, en appelant la population à la vigilance, appeler la population à la retenue. Mais il faut aussi que nous, les leaders d'opinion, nous appelons les gens à beaucoup plus de calme. Mais beaucoup plus de calme, il ne faut pas aller à des dérapages. Mais il faut faire aussi ce qu'on appelle le renseignement citoyen. Si vous voyez des gens qui sont dans vos quartiers, qui sont pas des gens qui sont des gens suspects, allez à la gendarmerie d'à côté ou au commissariat de votre arrondissement pour signaler que dans cette maison, il y a des mouvements bizarres. Et puis la police viendra pour voir ce qui se passe dans cette maison-là. Il ne faut pas vouloir régler vous-même les comptes aux gens, parce qu'il peut y avoir des innocents ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il manque la communication officielle. Il faut qu'au niveau de l'État, on puisse communiquer et essayer de dissiper toute la psychose qu'il y a autour dans le pays en rassurant les gens que le ministère de la Sécurité prend toutes les dispositions pour je sais pas, mettre en déroute ces gens-là, au cas où ces gens-là sont venus au Togo ici. Donc je pense que c'est cette communication qui manque, il faudra la faire. Vous n'avez pas fini avant, quand je vous ai arrêté. Non, bon, c'est juste par rapport à la communication, j'en étais à ce point quand vous m'avez retiré la parole. J'étais en train de dire que le gouvernement togolais, les autorités togolaises font parfois de très bonnes choses. Mais il manque que les gens puissent communiquer autour de cela. Et j'ai dit à l'entame que c'est sûrement l'idée qui se cache derrière. Elle doit être cette idée qui veut dire qu'on a notre stratégie, on sait comment nous prendre pour traquer ou bien pour surprendre ces gens-là qui ont traversé ou seraient en train de traverser nos frontières. Mais je crois que l'autre idée aussi qui est intéressante, c'est de parler aux populations, parce que j'ai dit que quand vous avez les audios, les WhatsApp qui venaient, on laissait entendre que les gens sont en train de passer par Ilakondi. Comme si tout un numéro vert. Voilà, comme si tout se résumait au tronçon Lomé-Cotonou. J'ai dit que les gens vont passer même par des pistes de contrebande où ils vont rentrer dans les villages et surprendre nos petits-enfants. Surtout qu'à l'intérieur du pays, l'information ne passe pas souvent. Donc, je crois que c'est une affaire qui incombe non seulement aux autorités sécuritaires, mais également aussi aux députés, aux ministres, que chacun puisse quand même essayer de réveiller l'attention de l'autre. Maintenant, ce que Fabrice a réveillé tout à l'heure en disant que il y a par exemple un de ses amis qui apostrophait une fille pour se renseigner et que la fille a détalé. Je crois que c'est bon même, c'est une bonne chose. Il faut que les gens aient quand même en eux ces petits réflexes-là. J'aurais aimé même qu'on me dise j'aurais aimé que quelqu'un me dise que mon enfant, quelqu'un est en train d'appeler mon enfant pour lui donner ou de lui dire quelque chose, mon enfant détalé, c'est une bonne chose. Il faut par rapport, parce que c'est comment je vais dire, c'est la situation là, elle commande certaines réactions chez les populations. Oui, les réflexes, c'est naturel et c'est normal. Bon, maintenant, les Béninois, ils sont tout le temps Lomé. Depuis un certain moment. Avant même ce problème, moi, je m'inquiétais. Parce que moi, j'ai été 2 fois à Cotonou. J'ai eu du mal. J'étais pas seul, j'étais avec un autre confrère.
on s'est posé des questions pour dire est-ce que les Togolais viennent par ici? Parce que vous prenez toutes les rues, c'est à contre-goutte que vous allez croiser des immatriculations à la togolaise. Mais quand aujourd'hui on est vendredi, allez vers Baguida, allez vers le rond-point du port, ce n'est pas les taxis béninois. Vous allez voir des grosses cylindrées qui viennent du Bénin. Oui. Et c'est comme si tout le monde vient à Lomé faire son week-end. Oui. Et donc, si vraiment les gens doivent se servir de ce Togo pour aller à leur besogne, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Et donc, vivement que la sécurité quand même se lance pour qu'on ne revive pas ce qu'on a eu à connaître récemment à Lomé ici. Ouais, mais il faut pas stigmatiser. Non, je ne suis pas en train de stigmatiser. C'est ce que je veux dire. Nous devons faire attention pour que on ne tombe pas dans la stigmatisation d'une communauté, d'une nationalité ou de qui que ce soit. Des gens venaient à Lomé depuis faire leur week-end, faire leur vie. Maintenant, il faut juste rester vigilant. C'est bien. Monsieur, merci beaucoup. Alors, peut-être avant de continuer, Fabrice, je voulais vous demander, Togocom, là maintenant, on va commencer par en parler, puisqu'il y a un nouveau logo, machin, tout ça. Il y a vu une interview de la ministre et du directeur de Togocom dans l'Union pour la Patrie ce matin. J'ai envie de savoir, est-ce qu'on doit s'arrêter ou nous devons nous arrêter de parler de Togocel et de Togo Télécom maintenant? Bon, ce qui est sûr, nous avons écrit dans nos précédentes éditions qu'il y avait quand même une bataille autour du nom. Du nom, oui, bien sûr. Prendre la fusion ou la transformation de Togo Cellulaire et Togo Télécom. Et donc, pendant longtemps, il y a eu quand même des situations en temps de scie. Il y a des moments où on dit non, finalement c'est Togocom, Togo Télécom, après on dit non. Mais aux dernières nouvelles, quand même, je crois que ça c'est plus ou moins acté. Je crois que la ministre a rencontré le directeur général avec qui ils ont échangé, à qui on a demandé d'informer quand même les employés qu'à partir du 1er avril, ce sera Togocom. D'accord. Alors donc maintenant on attend le 1er avril pour voir si c'est un poisson d'avril ou alors c'est réellement... Donc à partir Mais il y a déjà un logo qui circule officiellement, enfin qui vient de Togo Télécom, ou du moins du groupe. Et donc ça voudrait dire que c'est presque acquis par rapport à Togocom. Oui, c'est vrai que il n'y a pas longtemps aussi, vous faites partie de ceux qui ont publié l'interview du directeur général de Togo Cellulaire Afo Tchadédé qui parlait du 4G, parce que Togo va passer à ce format-là qui nous donnera plus de possibilités, plus de fluidité dans la connexion Internet au Togo. À partir du 1er avril, Tchanyao, Togocom. On ne parlera plus de Togo Cellulaire ou de Togo Télécom. Bon, reste à voir si ils ont fini déjà leur transformation. Moi, je crois qu'elle est toujours la fusion. Je crois que le nom Togocom, ou comme certains voulaient que ce soit Togo, groupe Togo Télécom, ce n'est pas ça qui intéresse les Togolais. Aujourd'hui, je crois que les gens ont entendu raison et ils ont choisi de retenir le nom Togocom. Ce qui intéresse nous, Togolais, en tant que citoyens, nous voulons voir l'amélioration que les gens veulent apporter, la nouvelle touche qui va être donnée. Ce n'est pas le nom, en fait, que les Togolais attendent. Donc, la polémique que les gens avaient ouverte autour du nom, c'était une bataille inutile. Parce qu'on nous a dit que lorsqu'on va à la fusion, ça nous permettra quand même d'avoir la fluidité de notre réseau, d'avoir la connexion haut débit, d'avoir toutes les prestations bien et de façon décente. Donc, je crois que comme on a aujourd'hui fini ce combat de nom, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir et c'est ça, nous les Togolais, on attend de voir. On souhaite que la chose prenne et que ça marche et que les promesses faites par la ministre par rapport à cette transformation, qu'on puisse quand même vivre ça au quotidien dans nos activités. Non, moi je crois que le défi c'est de relever ces boîtes, surtout Togo Télécom qu'on a greffé à Togocel, et le défi c'est de relever ces boîtes parce que Togo Télécom est totalement dans le trou. Vous savez que cette entreprise est totalement en faillite. Il y a eu une gestion catastrophique des contrats qui ont été signés, des trucs livrés qui sont de mauvaise qualité. Le Togo continue par payer, par exemple, à la société Huawei, qui sont les Chinois qui ont livré un matériel de mauvaise qualité, et le Togo continue par payer. Je crois que c'est 30 millions de dollars. Donc c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est autant de Sambikassam. Je ne sais pas si c'est autant de l'eau, je crois, oui. Et donc, ces Chinois-là sont toujours là, qui sont encore sollicités pour la fibre optique. Et donc, je pense... Ils sont encore là? Ils sont là, c'est eux qui font la fibre optique et tout. Donc, je pense que c'est la société Huawei. Donc, je pense que le défi, c'est de relever cette boîte. Parce que si elle n'est pas relevée, on sera obligé de faire des compressions. On sera obligé de
de faire un redéploiement du personnel et donc les gens se seront mis dehors. Donc, c'est pas le logo qui est le problème, c'est relever la boîte qui est aujourd'hui le défi de la nouvelle équipe qu'on a mis à la tête de ces sociétés-là. Donc, il faut revoir la gestion et puis situer les responsabilités. Je crois que, moi je dirais même que le nom est venu en retard. Parce que si moi j'ai une femme aujourd'hui qui est enceinte, la moindre des choses c'est de chercher un nom en attendant le jour de la naissance. Ou bien... Non, c'est pas évident. Non, c'est comme ça dans les bonnes manières. C'est-à-dire tu te dis, bon, mais je souhaite que la femme accouche dans de bonnes conditions. En attendant, je trouve le nom du... Un milieu élevé, c'est en fonction du jour de naissance, on donne le nom. Donc, en tout cas, dans mon milieu, c'est comme ça. Il y a la technique pour savoir s'il est une fille ou un homme. C'est pourquoi je dis, si ce n'est pas une fille, ça serait forcément un homme. Donc, je crois que les gens ont fait, comme l'ont dit les confrères, un combat inutile autour de ce nom-là. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Nous avons vu des sociétés, à chaque fois qu'elles tombent en faillite, on change de nom et on reprend et une faillite vient encore. C'est l'exemple le plus éloquent, c'est l'extraction du phosphate qui a traversé presque 4 ou 5 noms sans que ça change. Actuellement, cette boîte est presque en train de fermer. Hein. Je ne sais pas si à l'heure où... Du coup, les 2 dernières semaines là, il n'y a pas eu de production. Les gens étaient les employés. Mais il y a quand même le phosphate. Mais si, je ne dis pas que le phosphate, le minerai est terminé. Le minerai là, c'est maintenant même qu'on a découvert dans le sous-sol encore un minerai plus précieux qui est le phosphate carbonaté, qui est encore plus cher, plus prisé que le traditionnel phosphate. Donc, le fait qu'on ait changé de nom en nom n'a pas empêché que cette boîte soit actuellement une chose hémiplégique qui ne promet pas grand-chose. Donc, par rapport à Togo Telecom, je crois bien que Togo Telecom de Togo sera tout ça là. Oui, exactement. Je crois bien que à petit coup, ça va se formater dans l'opinion publique. Et nous, on n'attend pas les noms, hein, on attend parce que c'est les noms, on a déjà vu. Moi, je peux dire de suite dans mon laboratoire, après 12 heures, vous trouvez un nom pour voir cette structure. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire des miracles. Donc, la gestion d'une boîte, ce n'est pas dans le changement du nom. C'est le travail. De quoi on peut faire qu'on évite le plus possible la corruption. Parce que c'est la corruption qui nous a amené aujourd'hui au changement de nom. Si les boîtes se portaient bien, on n'a pas besoin de faire ce jumelage qui ne dit pas son nom. Fabrice, on passe à notre sujet. Oui, mais en réalité, au départ, ce n'était pas une bonne chose que les 2 sociétés évoluent en solo. En réalité, elles étaient ensemble. Quand vous allez dans presque tous les pays, comme la télécommunication, c'est un groupe. Et donc, l'erreur de départ, c'était pour des raisons... c'est une stratégie. Non, il n'y a aucune stratégie. Je crois que c'est pour des raisons personnelles en fonction des DG et que les gens ont voulu gérer ça comme si c'était leur propre boîte. Mais bon, ça c'est du passé. Mais aujourd'hui, je crois que le combat c'est pas le combat qui était inutile, mais c'est celui qui a pris l'initiative de changer le nom. C'est l'initiative qui était inutile. La dame, la ministre? Je ne sais pas, mais c'est-à-dire que comme le projet vient de la ministre. Oui, c'est-à-dire comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est-à-dire il y a un problème, il faut le régler. Ce n'est pas le changement de nom, puisque finalement le changement de nom a pris tout le temps et aujourd'hui c'est pas encore fini, puisqu'il faut communiquer sur le logo, aller changer des choses, alors que on aurait pu faire économie de toute cette procédure là pour s'attaquer directement. On avait dit entre-temps groupe Togo Telecom. Bien évidemment, et on a déjà mis ça un peu. Mais maintenant, ça va changer puisque ça va générer des coûts. Ça voudrait dire que si dans... Juridiquement, il faut changer des statuts. Il faut changer beaucoup de choses. Ça voudrait dire que si on avait laissé les notes tranquilles et on s'attaquait directement au problème, on n'allait pas... Aujourd'hui, vous allez payer les journaux pour qu'ils communiquent sur le logo, vous allez commander des spots et tout cela et autres. Je crois que même si ça ne représente rien aux yeux des gens, c'est quand même des sous et du temps qu'on est en train de perdre, alors qu'on aurait pu aller directement en s'attaquant au problème sur le terrain que de c'est comme vous prenez le pouvoir et vous vous mettez à changer le nom des rues, quoi. Ça n'aura aucun sens. Merci beaucoup Fabrice Petit. Je voudrais qu'on évoque un sujet et ça touche un député de la République, Abi Alpha. Vous avez parlé ce matin dans votre canard du député Dimon Auré. Il aurait,
j'emploie le conditionnel, il aurait grugé des femmes pour un peu plus de 60 millions de francs CFA. 60 millions. Il a fait de la magie pour les embrouiller. Non, je crois que ce n'était pas de la magie. Je crois que notre ancien ministre de la Communication, depuis qu'il n'est pas ministre, vraiment, il faut quand même qu'il se trouve quand même du travail. Donc, il est exactement. Donc, apparemment, à cette représentation de la population, il a un cabinet d'intermédiation dont lui-même il est la tête pensante, le responsable. Donc, c'est ce cabinet qui a signé un contrat qui a servi d'intermédiaire entre un groupe de producteurs appelé le G16 dans l'Est Mono et deux établissements, tous ces des établissements Lumière. Les deux s'appellent les établissements Lumière des différents propriétaires, sauf que leurs lumières n'ont pas permis de voir l'escroquerie arriver. Donc, nous avons publié des décharges par plusieurs fois. Monsieur Djouma Oré, tantôt seul, tantôt devant les bénéficiaires, a encaissé et reconnu encaissé 10 millions. Une première phase, c'était 30 millions encaissés en 3 phases pour préfinancer la production du soja. Donc c'est lui qui avait le business dans la main, c'est lui qui prend l'argent chez les financiers qui sont les établissements Lumière, qui maintenant trouve les producteurs sur le terrain, qui les remet l'argent, qui suit le processus de production à la fin, qui ramène la récolte, n'est-ce pas, à ceux qui ont financé. Sauf que 30 millions sont partis. Et puis l'agriculture, ce n'est pas du tombola, c'est une activité à plusieurs étapes. Si je veux faire du maïs aujourd'hui et que j'ai besoin de 20 millions, si Eric me passe aujourd'hui 5 millions pour commencer, j'ai dit, bon Eric, j'ai besoin de 20 millions, fais en sorte que j'ai cet argent, tu me passes les premiers 5 millions, il faut que tu te rassures que quand même sur le terrain, j'ai quand même débroussaillé, que les jeunes plantes ont poussé avant de passer à la deuxième tranche. Mais sauf que ici, on a fait, monsieur Djouma Oré a récupéré les 3 tranches, 36 millions. Après maintenant, il y avait parallèlement l'achat du soja, la production, et parallèlement l'achat. D'autres 30 millions sont partis là-bas. D'autres millions aussi sont partis à l'achat des noix d'Anarcade. Vous savez que ce sont des noix très prisées ces derniers moments. Donc, le monsieur a encaissé comme ça. Et, in fine, les financiers n'ont reçu une marchandise à peu près de valeur de 10 millions, alors qu'ils ont mis une 80aine de millions. Donc, ça fait problème. Nous avons tenté vainement de joindre monsieur Djouma Oré. On n'a pas pu. Nous, on l'a laissé un message qui n'a pas trouvé de réponse. Ça ne nous a pas empêché de donner avec les documents à l'appui la version que nous avons. Mais ça frise beaucoup de l'escroquerie parce que c'est difficile de comprendre. Et puis actuellement, il y a 2 ou 3 personnes qui sont détenues, alors qu'en fait, ils ne sont que des à côté d'un business. Il y a un intermédiaire. Et puis dans le contrat dont nous avons copie, le contrat bel et bien dit que c'est l'intermédiaire, donc Djouma Oré, qui se charge de prendre l'argent. C'est pourquoi c'est lui qui a signé les 7 ou 8 décharges de 10 millions. C'est lui qui prend l'argent, tantôt seul, tantôt devant témoin. C'est lui qui trouve les producteurs sur le terrain, il les remet. Quand il les remet, il est censé suivre la production pour que, à la fin, il, n'est-ce pas, aux frais des acheteurs, il fasse convoyer le produit. Actuellement, 2 à 3 personnes sont détenues, alors que ce n'est pas vraiment eux qui sont la vraie cible. Les femmes, c'est des femmes commerçantes. Vous savez que le soja aussi, c'est un céréal qui est très sollicité. L'ancien ministre de la donc communication ça fait problème quand on se rend compte que il y a quelques années seulement, ce monsieur nous faisait des leçons de morale à la tête du ministère de la Communication et qui continue pas à être député. Il y a de quoi se grincer les dents. Oui, vous parlez de leçons de morale puisque vous parlez ce matin, Ferdinand, d'un monsieur vertueux, très vertueux, Djouma Oré finalement, qui n'est pas trop loin de l'escroquerie dans cette affaire, hein, c'est ça? Non, c'est pas qu'il n'est pas trop loin, il est dedans. C'est-à-dire que hier, les femmes étaient à l'Assemblée nationale. Hier? Oui, les femmes étaient au bureau de l'Assemblée nationale pour porter le problème parce que... Au président de l'Assemblée nationale? Ils ont vu, je crois, le cabinet.
c'est un problème suffisamment grave qu'un député devienne un faussaire de la République, ça pose un problème. Le monsieur est allé voir des bonnes dames qui sont des commerçantes pour leur dire, écoutez, dans ma région, il y a une forte production de céréales, notamment le soja bio. Ma région produit plus de 200 000 tonnes. Ce qui n'est d'ailleurs même pas vrai, parce que tout le Togo ne produit pas 200 000 tonnes de soja bio. Et donc, ce business, et que souvent, quand les gens de sa région produisent, l'État ne les aide pas à écouler les marchandises. Et que le gouvernement les a abandonnés et tout, et que les gens, finalement, utilisent les voies par le Bénin pour aller vendre leur production. Et que lui, il pense que si ces femmes ont des partenaires, ils peuvent faire un business parce que le soja bio est recherché dans toute la région. Les femmes... puisque c'est un député, les femmes ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ils fixent les conditions du business et ils se sont lancés dans ces affaires-là. Et les femmes ont déboursé de l'argent, mais avant, les femmes sont allées sur le terrain. Djimon Woré a dit qu'il y a des groupements de paysans, 16, dont un groupement de 16, ils appellent ça groupement de 16. Les femmes sont allées sur le terrain pour essayer de voir les choses d'elles-mêmes. Et ils ont tenu plusieurs réunions, des réunions dans la maison de Djimon Woré à Kamina et tout. Elles ont toutes les photos, tout est à leur niveau. Et les femmes ont commencé par avancer de l'argent pour le préfinancement des champs. De la production. Et puis après, les femmes ont créé des groupes de suivi. C'est-à-dire que le groupe des femmes avait leur groupe de suivi qui devait travailler aux côtés des groupes de suivi de Djimon Woré, qui sont ces agents de liaison sur le terrain. Ils ont manifesté des besoins d'acheter des motos. Ces femmes ont acheté 6 motos. Une moto coûte 600 000 francs aux agents de liaison sur le terrain. Et à un moment donné, la production devait arriver parce que il a dit que dans son village, il y a plus de 400 villages dans la préfecture de l'Est Mono qui produisent le soja. Les femmes n'ont visité qu'une trentaine de villages. Pour le reste des villages, ils disent non, que c'est compliqué. Les villages sont derrière les fleuves pour aller. C'est des difficultés. Les femmes ont mis de l'argent. Et au bout du compte, il n'y a pas eu de production du soja. Il a grugé les femmes. Elles n'ont rien eu. Rien du tout. Et même pas un seul panier. Je vous explique. Ils ont grugé les femmes. Et les femmes se rendent compte aujourd'hui que même l'argent n'est pas allé aux paysans. Parce que les femmes étaient acculées, elles ont plus de l'argent dans les banques, elles étaient acculées par leurs partenaires et elles ont dit mais comme la production, le préfinancement tarde, au moins il y a d'autres paysans qui ne sont pas dans notre projet qui ont du soja à vendre. Donc nous allons acheter ça au moins pour calmer nos partenaires en attendant de voir la production du préfinancement. Et même ça sur le terrain, ça a été difficile. Elles ont dû débloquer encore plus d'argent. À part les 60 millions, plus d'argent pour acheter une partie de la marchandise. Entre-temps, un des éléments des femmes qui faisaient le suivi sur le terrain était devenu tellement gênant pour le réseau de Djimon Woré, ils ont tenté de l'assassiner par 2 fois. Non, ça c'est grave. Hein. Mais je vous dis des choses, ils ont tenté de l'assassiner par 2 fois. Je vous dis, c'est une affaire très grave. Donc les femmes ne voyant pas venir l'argent, ont dû porter plainte au SRI. Elles sont allées au SRI porter plainte, et un matin, et donc, elle cherchait, à un moment donné, Djimon Woré a éteint tous ses téléphones, ses portables, elle n'arrivait même plus à le joindre. C'est un député, donc il a l'immunité et tout. Et un jour, l'achat direct, c'est pas le préfinancement qu'ils avaient fait sur le terrain avec les éléments de Djimon Woré. Eux, ils arrivent à Lomé, ils appellent les femmes qui sont venues pour faire des comptes. Entre-temps, les femmes avaient déjà saisi le SRI. Et donc, quand ils sont arrivés, les femmes disent de venir. Ils sont 3, dont un oncle de Djimon Woré, un de ces hommes de main. Ils arrivent, les femmes appellent le SRI et on les prend. Et donc, on les garde au SRI. On dit, que c'est le député qui les a envoyés, qui les envoie venir chercher, venir leur faire les comptes. Vous arrivez à joindre le député. Nous, ça fait au moins 2 mois qu'on n'arrive pas à le joindre. Sur quel numéro vous le joignez? Ils arrivent au SRI. Ils donnent le numéro, on appelle Djimon Woré, il ne décroche pas. 3 jours après, le SRI fait la procédure et puis envoie les gens, les défère au parquet. Ils sont en prison. Et ils sont en prison et ils osent dire aux dames que comment elles ont eu le courage de les envoyer en prison, que leur boss leur envoie régulièrement l'argent, eux ils bouffent tranquillement à la prison, qu'ils peuvent faire 25 ans ici, mais les femmes n'auront absolument rien de leur argent. Et donc, ces femmes sont tellement désemparées. L'affaire est devant le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction. Wow. Et hier, les femmes étaient à l'Assemblée nationale pour faire cas de cette escroquerie en bande organisée. Donc, on a publié le contrat, tous les décharges. Oui, j'ai lu votre journal ce matin. L'alternative et le rendez-vous, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, d'un député de la nation, c'est... Nous, on a fait une enquête croisée. Ça fait que, moi, j'aime pas publier
je ne me suis pas intéressé pour le moment au contrat, parce que c'est un contrat à 2 volets. Peut-être que Ferdinand l'a publié en même temps parce qu'il l'a banalisé. Moi, je pense vraiment revenir là-dessus. Parce que quand tu vois le contenu, c'est grave quand on dit que c'est grave quand on dit que c'est un député qui fait ça à des femmes qui pensent qu'elles sont sans voix et ne peuvent rien faire. Les femmes ont été tellement grugées parce qu'à tout moment, quand ils n'arrivaient pas à tenir ses engagements, il inventait toujours une histoire pour gruger les femmes. À un moment donné, il disait aux femmes non, que il ne veut pas que les autorités togolaises connaissent qu'il est mêlé à ses activités, qu'il y a une partie de la marchandise qu'il faut acheminer vers le Bénin dans un village qui s'appelle Tchéti, à 22 km de notre frontière. Les femmes sont allées là-bas louer 2 grands magasins. La marchandise n'est jamais venue. Ça dit que c'est une histoire rocambolesque. C'est incroyable que député à l'Assemblée nationale. Face à des jeunes dames qui font du commerce et qui sont des entrepreneurs. Bon, moi, je n'ai pas eu. Je suis vraiment terré. Je n'ai pas eu le dossier, mais tel que les confrères le présentent. Bon, nous on l'a appelé, hein. Oui. Nous on l'a appelé, on l'a eu hier. Et il disait, oui, nous on l'a eu. Il disait, nous on l'a eu. Nous on l'a eu. Alternative l'a eu. Nous on l'a eu. Il disait non, que c'est pas lui le responsable. Ceux qui sont les responsables sont ceux qu'on a déférés à la prison, d'aller leur poser la question. Or, ceux qui sont déférés à la prison ne sont que ces agents de liaison sur le terrain. Parce que lui, il est député à Lomé, il a des éléments sur le terrain qui vont dans les villages pour suivre le préfinancement et rapatrier la marchandise. Ce sont ces gens-là, et c'est eux qui ont les motos. Et les femmes ont toutes les photos. Le juge sont allés acheter les motos. Qui étaient avec eux? Les réunions qu'ils ont eu à faire, les réunions dans les maisons de Djimon Horé. Partout, elles ont les photos, elles ont les enregistrements, tout. Non, bon, moi je crois que c'est tout triste pour que ce soit un député de la République qui se comporte ainsi. Et puis, envers qui? Envers nos mamans, les pauvres qui se peinent, qui souffrent tout le temps pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et un député qui est censé les protéger, qui vote les lois, qui doit voter les lois pour la République également, qu'il se comporte ainsi, c'est tout triste. Et je crois que ceux qui nous écoutent, les autorités du pays sauront quand même prendre les mesures qu'il faut pour que ce député indélicat, qu'il puisse être là où des gens comme lui, il n'a qu'à rembourser l'argent. Qu'il puisse être là où les gens qui se comportent comme lui doivent rester, ou alors qu'il puisse rembourser l'argent aux pauvres femmes dans les brefs délais. Bon, maintenant, par rapport aux femmes, je vais un peu citer un adage thème qui dit que lorsque quelqu'un veut vous donner un chapeau, il faut essayer de voir lequel il porte lui-même. Moi, je crois que quelqu'un comme Djimon Horé, ces dames-là doivent savoir que Djimon Horé n'a pas aussi les poumons solides, parce que les gens connaissent Djimon Horé, c'est pas parce qu'il est député qu'il peut venir demander aux femmes de lui cotiser jusqu'à concurrence de 80 millions. Lui-même, quand les gens connaissent l'histoire de chacun de nous. Donc, si moi, Tchaniao, je vais quelque part aujourd'hui, je veux que les gens me remettent des millions jusqu'à concurrence de 100 millions pour que j'aille faire certaines affaires, ils peuvent se poser des questions. D'abord, comment moi-même je vis, comment je suis pour pouvoir poser... Alors, s'il arrive à faire cela, ça veut dire qu'il a quand même eu des éléments pour peut-être embrouiller les femmes. Ouais, c'est ce que j'ai dit, que les femmes là aussi, elles n'ont pas... Ministre, bon, ça ne suffit pas. Après, son passage au ministère, Djimon Horé est resté ce qu'il est. Bon, les gens qui le connaissent... Non, et comment il est resté non, mais écoute, il n'a pas trop changé, Djimon Horé. Donc, s'il a fait ça, c'est qu'il a joué... Il a joué avec les dames. Il a joué et les femmes n'ont pas rapidement découvert que peut-être que quelques millions sous la main de Djimon Horé ne peut pas aller faire beaucoup de choses sérieuses. Non, bon, moi je crois que tenter de se lancer dans les affaires, c'était pas une mauvaise chose pour Djimon Horé. Bon, malheureusement, l'affaire a mal tourné. Bon, peut-être que c'est ça le problème. Maintenant, le débat qu'on peut faire, c'est quelle est la suite. Bon, certains sont en prison. Lui, il est protégé par son immunité. Oui, alors est-ce que dans ces cas de figure, est-ce qu'il peut y avoir eu des tentatives de procéder à la levée de l'immunité parlementaire pour qu'il puisse faire face à la justice? Parce que dans ces cas, soit une initiative peut venir du Parlement ou lui-même peut demander
qu'on lève son immunité pour qu'il puisse faire face à la justice. Il va faire quoi? Mais n'oublions pas aussi que c'est un leader politique. Oui, si le CRI est intervenu dans le dossier, ça veut dire que le parquet est au courant, le parquet peut demander la levée de son immunité. Oui, c'est ce que je dis. Alors pourquoi ça traîne depuis lors? Bon, je sais pas, peut-être que les procédures continuent. Mais n'oubliez pas aussi que c'est un leader politique et donc c'est aussi un peu délicat. Bon, moi j'ai bien peur qu'on glisse sur le terrain du genre, bon, voilà, les élections approchent, on veut régler les comptes à quelqu'un pour lui retirer son siège quelque part et tout cela. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là et que on va rester. N'est pas une menace aujourd'hui. On va rester, mais bon, ça fait une voix, c'est quelque chose. Et donc, j'espère qu'on restera sur le terrain des affaires et que le problème sera réglé et il répondra. Que chacun réponde en homme d'affaires, indélicat. Mais parce que c'est triste. Apparemment, le monsieur n'a pris aucune mesure. Il n'y a rien qui a existé sur le terrain. Il s'est décidé, depuis qu'il n'est plus au ministère pour... n'est-ce pas, glaner entre deux aides de l'État à la presse, il s'est dit que si je peux monter un truc comme ça pour me faire une santé financière, pourquoi pas. Et puis, il est tombé sur deux groupes de femmes qui ont été, je dirais, un peu profanes, naïves, et puis elles sont laissées aller. Comment moi je peux financer la production du soja et que les trois tranches, c'est-à-dire, du moins aurait pu changer aujourd'hui. Moi, je ne regarde pas par rapport à ce qu'il était, c'est vrai, mais on dit que la production vaut 36 millions. C'est du soja. Ça va, la production va s'échelonner sur 3 à 4 mois avant que... Maintenant, quand vous donnez les 10 premiers millions, au moins, allez vous rassurer que les jeunes plantes ont poussé avant d'avancer la deuxième tranche. Les femmes sont allées, on les a menées dans certains champs, elles ont pris des photos. Tu vois. Ouais, donc voilà, entre-temps, vous vous rappelez, on a parlé d'un autre député, on a parlé d'un autre député qui lui, il est dans les appels d'offres. Il a aussi une société comme ça qui grugeait, qui faisait du fou avec les appels d'offres. Nous en avons parlé. Bon, quand un parlement devient un spectacle pour des escrocs, ça fait problème. Bon, la dernière fois, on s'est rendu compte qu'au Parlement, il y a des talents qui se découvrent. Maître Dodi Apevon est devenu donc un chanteur. Il a fait un featuring avec Don Stache. Là, aujourd'hui, Dimoré, on lui colle l'étiquette. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause et nous se retrouvons juste après. 93.1 Taxi FM. Taxi FM. Le monde en une radio. Retour en studio avec mes confrères Tchaniao Arimiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion, Ferdinand Haïté du journal L'Alternative, Fabrice Petiesi, le libéral, et Abi Alpha, le journal Le Rendez-vous. Ferdinand, il semble que le service immigration du port de Lomé est sous l'eau ce matin avec la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Lomé. Il faut appeler les sapeurs-pompiers. Surtout, il n'y a rien à faire. S'ils sont sous l'eau... Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est tous les quartiers de Lomé, quand il pleut, même les quartiers où on a fait des routes et tout ça, qui sont sous l'eau à la moindre pluie. Donc, il y a un vrai problème d'assainissement, surtout pour le port. Et je ne comprends pas pourquoi ça traîne tant pour le port. On avait déjà publié 2 ans, 3 ans avant des photos vraiment lamentables sur les rues du port autonome de Lomé. Il semble qu'il y avait un projet pour revoir toutes ces rues, mais ça traîne. Mais il faut aller très vite, surtout que le port génère de l'argent régulièrement. Donc, je pense que ce n'est pas bon pour notre image que le service d'immigration du port où le personnel travaille soit inondé. On n'est même pas encore dans la saison pluvieuse. C'est des gouttes d'eau qui tombent pour le moment et que si les services sont déjà inondés, vous imaginez ce qui va se passer quand il aura la grande pluie. Espérons que les sapeurs-pompiers vont les aider à sortir cette histoire. Je crois que nous avons l'information, c'est depuis ce matin, les bureaux du service d'immigration du port autonome de Lomé sont inondés. C'est avec des seaux de ménage que les agents du service évacuent l'eau. Il n'y a même pas de motopompe pour, n'est-ce pas, évacuer l'eau. Et puis quand un service comme ça est à quelques coudes, à quelques pas de la mer, ça fait problème. Puisque cette mer est censée, n'est-ce pas, être le respectable de tout ce qu'on irrigue
de l'interland. Donc, quand à côté de quelques pas de la mer, les gens sont inondés, ça fait problème. Et puis, l'infrastructure portière, quand tu regardes, je ne sais pas pourquoi ça devient un cancer qui a du mal à se guérir. Parce que quand tu parcours la zone portière là, mais nous avons dit plusieurs fois que parfois des titans se chargent et n'arrivent pas à quitter la périphérie du port parce que entre-temps, nid des poules par ici, tout ça là, les conteneurs se renversent en pleine route, alors que l'engin n'a même pas encore n'est pas sorti de la zone du port. Et quand on veut bien que nous appelions ce port pour moi de l'économie, il y a seulement 2-3 ans, ça fait problème. Bien. Je pense qu'il faut changer le management au port autonome de Lomé parce que ce qui se passe là-bas est insoutenable. Monsieur, comment il s'appelle, Adénion, oui, le contre-amiral. Je pense qu'il a suffisamment fait ses preuves. Il faut aujourd'hui qu'on le change. Il faut le pousser dehors. Il faut une nouvelle dynamique pour relancer ce port-là. On ne peut pas laisser des gens, quand ils arrivent dans leur bureau, ils commencent par dormir. Ils ont 2, 3, 4 fonctions. Dès qu'ils arrivent au bureau, pour signer même les dossiers, c'est des problèmes. Ils commencent par dormir. Alors que c'est un secteur qui doit être dynamique en permanence et générer des ressources pour l'État. Moi, personnellement, je pense que Adénion, il a suffisamment fait. Il faut le changer, surtout que les résultats ne sont pas bons. Il faut le changer, il faut qu'il aille se reposer. C'est un amiral, c'est vrai, il n'a pas fait la guerre d'Indochine, on n'a pas une flotte marine, mais il est devenu amiral, c'est déjà bon. C'est en Afrique qu'on a des amiraux de ce genre qui n'ont jamais fait la guerre, qui ne commandent pas une flotte, mais ils ont les grades, c'est bon. Maintenant, il faut qu'il jouisse tranquillement de sa retraite. Je pense que ce monsieur, il faut le remplacer. Fabrice Petit. Non, bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même dommage pour notre port, parce que quand vous voyez parfois les chiffres, ce n'est pas vraiment ça quand on vante les qualités de ce port-là. Et effectivement, il y a un réel problème de management. Je crois que depuis le départ d'Aguillaume Kodjo, on est resté sur notre soif par rapport à la gestion du port autonome de Lomé. Au moins à ce niveau, Aguillaume Kodjo, beaucoup. Plus ou moins. Qu'on l'aime ou pas, il a fait ce qu'il pouvait faire au port autonome de Lomé. Et aujourd'hui, même certains résultats, on l'a grâce à cette gestion qu'il avait eue par le passé. Et donc maintenant, il faut redonner quand même de la vie à ce port à travers des gens beaucoup plus dynamiques. Je crois que le contre-amiral, il peut servir ailleurs. Oui, il est contre-amiral, n'est-ce pas? Bien évidemment. Il y a des problèmes avec le dernier sommet sécurité maritime à Lomé. On pourrait lui trouver quand même un job de ce côté-là. Si on ne peut pas, Tchaniao est là pour peut-être le suppléer. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais qu'on aborde notre sujet. Fergina, vous avez sorti un document exclusif ce matin et ça fait parler depuis quelques heures. C'est par rapport donc au coup d'État manqué au Burkina Faso. En ce moment, c'est Michel Kafando qui était au pouvoir et dirigeait la transition au Burkina Faso. Il y a eu une tentative de coup d'État, finalement, qui a été rapidement repris. Et le général, et c'est ça qui nous intéresse, le général Diendéré, il y a un procès en cours depuis quelques temps. Il se trouve que le général Gilbert Diendéré, qui est l'un des mis en cause, il parle et il cite des noms. Vous écrivez ce matin qu'il a même balancé le colonel Alex Utrophée Massina. Oui. Vous avez eu accès à des documents? Il parle beaucoup. Effectivement, nous avons eu accès aux extraits des auditions des prévenus, dont Gilbert Diendéré, qui était le chef du comité national en tout cas, celui qui prenait la tête du pays lorsque le coup d'État a eu lieu. Nous sommes le 16 septembre 2015. Le RSP, qui était la garde prétorienne de Blaise Compaoré, dirigée par Diendéré, tente un coup d'État contre les institutions de la transition. Ils arrêtent le président de la transition. Ils neutralisent plus ou moins Isaac Zida, le Premier ministre. Et des émeutes éclatent dans le pays. Alors, la gendarmerie et la police, qui sont les forces de maintien d'ordre, ne se sont pas associés au coup d'État, pas directement. Or, c'est eux qui ont le matériel de
de maintien d'ordre, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes, les matraques, les pompes à eau et tout. Alors, le RSP est une unité de défense, d'élite. Donc, eux, ils ont tiré dans la foule, il y a eu 10 morts. Et à un moment donné, face aux émeutes et à la détermination de la population, ils redoutaient un carnage. Alors, ils avaient besoin du matériel de maintien d'ordre pour pouvoir agir. Alors, Djindjiri, qui craignait un débordement, appelle des amis. Donc, il appelle d'abord le général Diomandé, qui est le chef d'État particulier d'Alassane Ouattara, qui dépêche à la frontière du Burkina un hélicoptère chargé de matériel. Et au Togo, il appelle le colonel Massina, directeur général de la gendarmerie. Ça, c'est selon c'est sa propre déposition. C'est la déposition de général Gilbert Diendéré. Alors, et donc, ce qu'ils demandent au Togo, c'est accepté, c'est conclu. Alors, ils envoient une unité spéciale du RSP en direction du Togo, une dizaine de personnes en tenue de combat. Alors, ils quittent le 17, ils quittent Ouaga, ils arrivent à la frontière de Saint-Cancé à 2 h du matin. Et il y avait un intermédiaire au Togo qui les attendait. Et ils franchissent la frontière à 6 h du matin. Avant de franchir la frontière, ils ont pris soin d'enlever leur tenue de militaires. Ils ont laissé au Burkina, ils ont porté les tenues de civils. Ils arrivent à Saint-Cancé. Leur contact au Togo les récupère et les fait rentrer au Togo jusqu'à 4 km à l'intérieur du Togo. Ils vont dans une villa qu'ils décrivent comme certainement une brigade de gendarmerie. On charge le matériel dans 2 gros véhicules burkinabés. Ils retournent à la frontière. Ils traversent le côté du Togo, ils retournent du côté du Burkina, ils reprennent leur tenue de RSP, ils foncent sur Ouaga pour aller utiliser le matériel pour réprimer les gens. Alors, on demande à Djindjiri, parce que on demande au lieutenant qui a dirigé la mission pour venir récupérer le matériel, qui l'a vu au Togo quand ils sont arrivés. Il dit il a vu, il n'a pas demandé le nom, mais celui qui était leur contact, qui les a conduits jusqu'à charger le matériel, était un capitaine, parce qu'il a vu son nom sur... son habit. Oui, ils appellent ça le truc patronymique qui est sur leur poitrine. Et donc, depuis quelques jours au Burkina, avec cette déposition, il y a du bouillonnement parce que c'est un coup d'État. Ça bouillonne au Burkina. Oui, ça bouillonne, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État manqué. Et des gens sont morts. Il y a actuellement un procès. Il y a même un président de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle à comparaître au titre de témoin, Yahi Boni, dans cette affaire. Et donc, c'est une affaire très sensible. Oui, c'est une affaire très sensible. Lorsque on vous dit que votre pays est mêlé à une affaire de ce genre-là. Donc, c'est la déposition. C'est une partie de la déposition de Gilbert Diendéré que nous avons publiée ce matin. Est-ce que ce n'est pas extrêmement grave, ce genre d'informations, Tchaniaou, d'abord? Bon, d'abord, il faut dire que je n'ai pas le dossier en main. C'est notre confrère Ferdinand qui en a fait cas. Et c'est fort heureusement par lui que nous entendons parler ce matin, comme tous les autres Togolais qui ont son journal. Et moi, je crois que les pays... Peut-être que nous n'avons pas été aux affaires. Les pays ont quand même certains liens que nous autres ne pouvons pas comprendre. Quand vous prenez par exemple la sécurité, il y a l'Interpol où aujourd'hui, quand quelqu'un commet des forfaits au Togo, il se réfugie rapidement au Bénin, les gens s'entendent rapidement pour venir à mettre la main sur la personne, la transfert. Lorsqu'il y avait eu des problèmes en Côte d'Ivoire, il y a eu des gens qui sont passés dans d'autres pays qu'on a rapidement pris et retournés. Et d'autres, on les a protégés, mais il y en a qu'on a retournés en Côte d'Ivoire. Et bon, par rapport au cas, moi je croyais que le confrère était en train d'informer les Togolais que c'est du Togo que le coup a été planifié pour aller se faire exécuter au Burkina. Mais ici, il y a eu tentative de coup d'État où les gens ont échoué et qu'on cherche du matériel de maintien d'ordre. Bon, maintenant, moi, je mets tout ça là entre griffes parce que je n'ai pas l'assurance si oui ou non le Togo a fourni du matériel de maintien d'ordre. C'est comme aujourd'hui, lorsque le marché de... Non, ça fournit. Oui, dans la déposition. Non, écoutez, moi j'ai dit, je ne suis pas au Burkina. La chose que j'ai dit, je ne sais pas. Mais vous avez publié, ce n'est pas mauvais, mais j'ai dit, moi, je ne sais pas, moi, Tchaniaou, je n'ai pas cette assurance. Mais je crois que ce qui était très grave, si on disait que ce sont les Togolais, c'est du Togo qu'on a planifié ce coup qui a échoué au Burkina, c'est encore plus grave. Maintenant,
C'est comme au Togo. Écoutez, laisse-moi aller avant de me poser. Attendez, je vais vous relancer, ne vous en faites pas. Je vous laisserai parler. Lorsqu'on dit qu'il y a un gouvernement de transition qui est en place et que des gens ont tenté de renverser ce gouvernement de transition et que des matériels de guerre ont été acheminés de Lomé pour aller au Burkina, est-ce que ce n'est pas déjà grave? Parce qu'il s'agit de ça dans la déposition de Diendéré. Je ne sais pas si vous avez lu la déposition. Non, du matériel de guerre où il parle de matériel de maintien d'ordre. Ça dit ces deux choses. Ça, je ne suis pas militaire, mais je ne sais pas comment on joue sur ces mots-là. Quand le marché de Lomé avait pris feu ici... matériel du maintien d'ordre. Oui, voilà. Donc, maintien d'ordre, ce n'est pas la guerre. D'accord, très bien. Quand ici, le marché de Lomé avait pris feu, il y avait eu des camions... Des sapeurs-pompiers qui sont venus du Ghana. Oui. Imaginez que le Togo soit... Attends, non, laisse-moi dire quelque chose. Le matériel de maintien d'ordre n'est pas le matériel de guerre. Non, si vous nous disiez... Non, ça on est passé là-dessus. Oui. Ce n'est pas de matériel de guerre. Maintenant, si le Togo a des problèmes en une époque donnée et que le matériel qui doit permettre d'éradiquer ou de freiner ce problème, le Togo ne l'a pas, il peut faire appel à des pays amis qui peuvent le lui fournir. Maintenant, quand dans la déposition, on viendra dire... Qui ont demandé ce matériel de maintien d'ordre? Est-ce que c'est le gouvernement de transition ou c'est ceux qui ont voulu faire le coup d'État? Une chose, c'est les putschistes. Écoute, une chose est que des gens rapportent des déclarations qui nous viennent du Burkina. Celui qui a déclaré, la chose c'est qu'il déclare. Maintenant, l'autre chose c'est qu'on vérifie la véracité de ses aveux. Parfait. Parce que ici, rien ne prouve que ce que l'autre a fait comme déposition était du vrai. Il reste à ce qu'ils viennent apporter les preuves. C'est pourquoi j'ai dit que les États quand même se sollicitent pour de pareilles choses. Abi Alpha. Oui, c'est vrai. Entre États, surtout voisins, c'est normal que de temps en temps, on se frotte le dos. Sauf que quand ça devient... Le dos, ouais, bon, ça, quand on était enfant, vous l'avez ensemble, on te demande d'aider l'autre à se frotter le dos, ça c'est clair, d'accord. Surtout sur la route du champ. Donc moi je pense que c'est quand cette solidarité devient une solidarité dans les crimes que ça fait problème. Parce qu'ici, il n'est pas question d'une autorité installée qui est en difficulté matérielle et qui demande une assistance à un voisin. Ce qui devait être normal, c'est qu'il est question de putschistes qui font une commande qui ne dit pas son nom. Donc là-bas, on ne peut pas me convaincre que c'est une relation. En ce moment, Diendéré occupait toujours son poste. S'il vous plaît. Dans le gouvernement de transition, il occupait son poste. Et il avait besoin de faire cette demande. Il n'était pas débarqué à l'époque. Non, il occupait son poste. C'est-à-dire que lorsque le coup d'État a eu lieu, il a régné pendant quelques jours. Avant qu'on le Vous savez, même quand le chef d'État venait, c'est lui qui allait les aider. Donc c'était l'homme fort du moment. C'était à lui de demander du matériel de maintien d'ordre. Avant qu'il ne capitule. Il ne voulait pas du carnage. Il faisait le coup d'État. Abi, c'est vous qui avez la parole. S'il vous plaît, je crois que ce qui s'est passé au Burkina, tout le monde était témoin. Encore, ce n'est pas ici que nous, on va faire du verbiage. Vous étiez témoin, vous n'avez jamais fait cas de ce que vous allez quand même avoir les dirigeants de laisser les confrères aussi. C'est parce que nous avons tous été témoins que nous faisions ces commentaires-là. Non, vous n'aurez pu faire ça. On parle de 2015 aujourd'hui. On parle de 2015. S'il vous plaît. C'est un débat qu'on est en train de faire. S'il vous plaît. Vous avez la parole. Donc, moi, je dis que ça ressemble beaucoup plus à une solidarité dans le mal. Et puis, quand il est question du Togo, ça ne me surprend pas. Le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Libye, au temps de Kadhafi, à un moment donné, c'était devenu l'axe du mal pour préparer des coups d'État et passer de frontière à frontière, enlever certains chefs d'État. Vous n'êtes pas ça, je ne vous renseigne pas que par rapport au Burkina, le départ de Sankara, le Togo n'était pas loin. À un moment donné, des trucs impossibles ont été préparés contre beaucoup de chefs d'État. C'était une chaîne à enlever. Et la main, il y a des mains avec sa main dedans. Personne n'a jamais vérifié ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des mains avec sa main dedans. Kadhafi était là. Boigny en savait quelque chose. C'était le Togo qui était plus ou moins un des maillons qui devait faire. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Ce n'est que le résultat qu'on peut afficher, qu'on peut voir, vivre malheureusement par rapport aux régimes qui ont trop duré. À un moment donné, les gens, quand ils s'installent, ils pensent que tout est correct autour d'eux, il n'y a rien qui peut bouger, qui peut les inquiéter. Ils s'immiscent dans les affaires des autres États. Actuellement, c'est du partenariat que les gens cherchent. Ils se disent, si on aide telle personne à s'installer, ça nous fait un maillon sûr pour demain. Donc, il est question aussi de ça. Mais sauf que,
Sauf que, à un moment donné, le pays, le Burkina a tremblé, a traversé une moment difficile. On est en train c'est-à-dire de réparer cette transition difficile, de mettre de l'ordre et que notre armée envoie l'argent des trucs sortis de notre... Est-ce que notre constitution, est-ce que nos textes permettent que du matériel comme ça sorte, l'argent que le matériel que nous on a acheté par notre tueur? Est-ce que nous sommes plus riches que le Burkina? Nous sommes une garnison ici pour alimenter le Burkina. Donc moi je pense que c'est une solidarité dans le crime. Les gens ils ne sont pas à leur coup d'essai. Ce n'est pas tout que nous disons ici. Merci beaucoup Abi Alpha. C'est un peu triste quoi. Fabrice, non, mais moi je crois que nous sommes en train de faire un débat sur les aveux de quelqu'un à un procès. Je crois que comme l'ont dit certains, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a dit il faut forcément prendre ça comme une parole d'évangile. Mais qu'à cela ne tienne, de ce genre de situation, on en a eu par le passé et on en aura encore. C'est-à-dire cette solidarité que les pays ont entre eux. Il y a eu un moment donné où, lorsque Diendéré a réussi son coup d'État, c'est parce qu'à un moment donné, il n'a pas réussi à avoir la solidarité au niveau de l'armée et que les autres... Et finalement, il a fallu éviter la bataille de Ouaga entre les fils burkinabés. Il a lâché du lait, sinon il a réussi. Puisqu'à un moment donné, même c'est lui qui donnait l'autorisation aux gens d'atterrir ou de ne pas atterrir. C'est lui qui allait accueillir les chefs d'État en compagnie de son épouse, le chef d'État de la CEDEAO qui arrivait. Donc, généralement, dans ce genre de situation, vous pouvez demander de l'aide. C'est-à-dire quand celui qui est l'homme fort du moment vous demande de l'aide, soit vous acceptez ou vous refusez et il considère que vous n'êtes pas pour ce qu'il a fait. Maintenant, quand vous prenez par exemple l'attaque terroriste de 1986 au niveau du Togo, quand il parlait de Yadema qui a ses mains dans le mort de Sankara, oui, les terroristes ont été formés aussi bien au Burkina qu'au Ghana. Ça aussi, c'est des éléments qu'on a. Et donc, vous avez vu que pendant longtemps, le Togo de Yadema et Sankara et puis... il y avait pas, c'était un froid, entre ces pays-là, et c'était lié au fait de ces genres de coups d'État là où on prépare quelqu'un cède son sol pour permettre à l'envahisseur de réagir. Et il y a c'est pas une anecdote, mais il y a cette histoire également entre Yadema et Ronlis où on racontait que lorsque Ronlis faisait le coup d'État au niveau du Ghana, il a pris le Togo comme base parce que Yadema lui aurait donné des garanties. Mais au même moment, Yadema avait envoyé des messages à l'autre pour dire que si tu veux, je te le livre. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, il a découvert ça, il a su que l'autre... Donc il y a généralement de ces genres de situations qui tournent autour des coups d'État et tout cela et autres. Mais je crois que l'objet du débat, c'est sur l'aveu d'un individu à un procès. Oui, ça ne devrait pas servir de vérité pour que tout de suite... De toutes les façons, ça renseigne. Hein. On nous renseigne ce matin quand même qu'il y a un procès en cours et que le général Gilbert Diendéré essaie de balancer le chef de notre renseignement ici au Togo. Ça, c'est aussi une information. Maintenant, que l'aveu soit vrai ou faux, c'est un autre débat aussi. Vous voulez ajouter un mot? Non, le mot que je voulais ajouter, c'est que je ne voulais pas condamner Ferdinand pour son article, je ne voulais pas lui faire des critiques, mais je voudrais tout juste qu'on se mette dans un parfum de journalistes qui informent les gens sur des faits réels. Parce que quand vous lisez l'article, le titre, ne serait-ce que le titre, vous avez comme impression que c'est le Togo qui a organisé le coup au Burkina. Parce qu'à première vue... Oui, mais c'est une implication non, du Togo. Non, écoutez, je refuse pas. Laisse-moi, et puis tu vas répliquer. Attends que je finisse, parce que moi, quand j'ai vu les titres, je me suis fait l'idée, sans avoir lu l'article, le titre comme si c'est les Togolais qui ont planifié, qui sont allés aider à exécuter le coup. Bon, maintenant, on fournisse du matériel de maintien d'ordre. Si cela est vrai que le Togo a fourni du matériel du maintien d'ordre, de répression, de maintien d'ordre, de répression, du matériel de maintien d'ordre, Diendéré à l'époque était toujours le chef du RSP. Il était toujours chef et donc en conséquence il avait besoin quand même d'avoir du matériel qui lui permet de maintenir l'ordre, que de permettre aux militaires d'éliminer systématiquement les citoyens. Donc ce n'était pas une mauvaise chose. Et je crois que si c'est vérifié,
il va y avoir peut-être des procès-verbaux signés de part et d'autre. Et que le procès permettra, si c'est vrai, de voir. Donc il ne faut pas alarmer les populations comme sur le Togo. Le dossier ne vient que de commencer, ne vient que de s'ouvrir, ça c'est clair. Non, je pense qu'il ne faut pas minimiser. Il faut pas minimiser ce qui est. C'est grave comme chose. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et lorsque vous allez en soutien à des gens qui sont en train de remettre en cause un ordre établi en fournissant du matériel pour réprimer la population. Il y a quand même eu 15 morts dans cette répression. Donc, c'est pas une affaire, c'est pas de l'amusement. Et je ne pense pas que quiconque ici met en doute les aveux du général Diendéré. Si le général Diendéré a parlé devant le parquet militaire, a fait ces aveux-là. C'est faux. Mais ils ont donné des jours, des dates, heures. Tout est là dans les aveux. Il faut relire la déposition pour comprendre. Il faut relire la déposition. C'est quand même un général qui a fait des aveux dans un procès. Donc c'est pas... Vous savez, même avant même ça, Jeune Afrique avait déjà publié d'autres choses comme ça. Personne n'a contesté. Sur le Togo. Mais bien sûr, Jeune Afrique avait publié des trucs déjà, des bribes d'informations. Personne n'a contesté ça. Mais c'est la première fois qu'on a un aveu d'un officiel burkinabé qui implique un pays et la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, interpeller l'autorité togolaise à communiquer sur le sujet. Mais lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du chef d'état-major particulier de Ouattara. Ça veut dire que c'est Ouattara lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'on ne peut pas sortir ce genre de matériel dans un pays sans l'accord du chef d'État, du chef suprême des armées. Donc c'est des choses extrêmement graves qui mettent en mal la cohésion entre des pays voisins. On va passer à un autre sujet, messieurs. Merci beaucoup sur ce sujet. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet maintenant. On a suffisamment parlé de ce sujet-là. On va aborder un autre sujet. La politique avec le dialogue qui est en cours. Il y a eu une nouvelle phase vendredi dernier qui n'aura rien donné. Mais avant, cette semaine, la SCT, la Synergie des travailleurs du Togo, a prévu manifester. Ils ont parlé d'une manifestation silencieuse demain, samedi. Sauf que le maire, le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, a interdit ces manifestations. Raison évoquée, les acteurs politiques se sont entendus pour qu'il n'y ait pas de manifestation, pour la sérénité des discussions politiques. Et on interdit les manifestations. Ce matin, c'est vrai, l'alternative en a parlé, et écrit que le pouvoir est dans la violation permanente de la Constitution. Quel est votre avis sur le sujet, Abi Alpha? Je crois qu'en attendant que monsieur le maire interdise cette manifestation de ce corps de métier, pendant qu'il prend cette disposition, je crois qu'il n'a qu'à aller d'abord essayer de mettre de l'ordre au port autonome de Lomé, notamment une partie de son administration est sous l'eau actuellement. Il n'a qu'à essayer de voir là-bas, parce que c'est quand même là-bas le poumon de l'économie. Moi, je pense que les gens qui déplacent les problèmes, ils ne peuvent que être à tout moment pris de cette façon. Mais ils disent que ouais, ce n'est pas permis aux agents de la santé de faire leur manifestation. Je vais bien croire, sauf qu'à un moment donné, on n'aura pas besoin d'un certain avis pour manifester. Quand il y a eu majoration de prix du pétrole ici, les gens sont sortis spontanément. La dernière fois, quand les femmes enceintes sont sorties, elles ne sont pas allées voir Adignon. Il était là, elles connaissent bien son bureau. Elles ne sont pas allées faire un mea culpa pour avoir son... Donc que les gens sachent que s'ils ne veulent pas affronter les problèmes, s'ils veulent être comme des crapauds qui ne changent pas, tu sais, le crapaud, il est toujours comme ça, tu ne sais pas quand est-ce qu'il est assis ou bien quand est-ce qu'il est debout. Donc, il ne change jamais dans sa posture. Tu ne sais pas ce que le régime pense des problèmes de la société. Ils n'ont que l'expertise dans le sens de déplacer les problèmes. Ils vont toujours être rattrapés. Ce que les messieurs réclament, revendiquent pour qu'aujourd'hui, ils aillent à cette étape de mal silencieuse, est-ce que c'est fondé, oui ou non? Monsieur le ministre de la Santé, est-ce qu'ils sont en train de faire du dilatoire? Est-ce que c'est du mensonge? Donc, si les gens pensent que c'est ça qui va les sauver, nous leur souhaitons bonne chance, mais c'est vraiment triste pour ce pays. Tchaniawa Arimiao, sur ce sujet, l'interdiction des manifestations. À cette allure, aucun citoyen n'a plus le droit, jusqu'à ce que le dialogue politique finisse. Personne dans ce pays n'aura plus le droit d'être mécontent, de sortir dans la rue
pour crier, exprimer son ras-le-bol. Non, bon, je crois que moi, je ne vais pas m'en prendre au maire Adénion pour son interdiction. Mais je voudrais tout simplement, je voudrais tout simplement dire que il vaut mieux qu'on interpelle les premiers acteurs, les gens qui sont devant de la santé, qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Non, il ne s'agit pas de la santé seule, on parle de la SCT. Oui, j'en viens. Les travailleurs, il faut que ceux qui sont au devant des travailleurs prennent leurs responsabilités, qu'ils essayent, même si ça en est de trop, même parce que les rencontres, on les multiplie tout le temps, ça n'accouche de rien, mais il faut toujours continuer par approcher les différents syndicats pour échanger avec eux et voir dans quelle mesure du possible on peut trouver des solutions d'approche pour que le côté social quand même se stabilise dans le pays. C'est vrai, on parle du dialogue, mais je crois que le dialogue est un point déjà lourd pour le pays, que les gens viennent encore en rajouter d'autres par rapport aux manifestations des différents travailleurs, ça en serait de trop. Il faut que les gens essayent de trouver la formule, qu'ils écoutent les syndicats et qu'ils essayent de proposer certaines solutions d'approche. Aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, des choses semblent marcher un petit peu. Bon. Puisque le groupe de travail a quand même rendu son rapport. Non, ce n'est pas la première fois que le groupe de travail rend son rapport. Je crois que nous sommes Togolais, nous tous, on souhaite que ce soit la bonne, la bonne et la dernière fois qu'on remet ce rapport-là, où des solutions vont quand même sortir et qui puissent permettre aux gens quand même de se sentir un peu calmés. C'est-à-dire, je sais qu'on ne pourra pas tout donner, mais le minimum qui peut être proposé, il faut que de l'autre côté, les gens acceptent le prendre pour que nous ayons quand même la paix. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, au quotidien, il y a une tension généralisée qu'il faut quand même que les gens essayent de calmer par tous les moyens pour que le pays reprenne son élan qu'on lui connaît. Fabrice. Non, moi je crois que c'est une interdiction qui permet aux initiateurs de la marche de se frotter les mains. Parce que tout le monde sait qu'au Togo, les gens ne marchent que pour des raisons politiques. Et vous savez que depuis un certain temps, la STT, pour ne pas se faire oublier, s'annonce à travers des grèves qui ne sont pas respectées. Parce qu'en réalité, c'est les enseignants, le secteur de la santé qui bouge. Le Synfot fait les choses à lui seul, ça lui va. Vous allez du côté des enseignants, la CZ. Oui, mais ils sont tous dans la STT. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui fait que la STT sort de nulle part pour dire, bon, je veux coordonner tout ça là pour faire ceci ou cela? C'est pour manifester sa présence. Sinon, en réalité, les deux syndicats... La Constitution le lui permet ou pas? Moi, je fais mon analyse, monsieur Eric. C'est-à-dire que le Synfot, à lui seul, mène ses activités avec succès. La CZ également, du côté de l'enseignement, mène ses activités avec succès. Parce que depuis que la STT s'est transformée en centrale syndicale, tu es d'accord avec moi pour dire qu'elle a été moins efficace que par le passé. Et vous allez comprendre que depuis que les gens ont pris la tête, cette dame de Lawson Nadou qui a pris la tête, et elle peut aller à Genève et revenir comme siéger dans les conseils d'administration d'ici ou là, c'était un pari gagné pour elle, parce qu'elle était au niveau de la CNTT, elle voulait la CNTT, elle n'a pas pu là-bas, mais elle est revenue s'arranger pour que ça devienne central et elle prenne. Donc c'est pour ne pas dire que vous ne faites rien, que bon, on lance ça. Et puis bon, puisqu'ils ont lancé des grèves, et vous savez que dans l'administration, très souvent, les gens suivent difficilement la grève, c'est à une marche ils vont aller. Quand vous allez là-bas, vous n'allez voir que les gens de la santé et ceux de l'enseignement. Or, eux, ils ont déjà des éléments sur lesquels ils tiennent le pouvoir par les couilles. Et ça explique le fait qu'on interdise les manifestations? Non, je suis en train de dire que c'est une interdiction même qui ne valait même pas la peine. Il fallait laisser faire. Il fallait laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants savent sur quel levier appuyer pour que le gouvernement tremble. Les médecins, les agents de santé savent également sur quel levier appuyer pour que le gouvernement réagisse. Et ils le font déjà. Bon, maintenant, la marche, c'est quoi? C'est pour les fonctionnaires du CASEF et de quel ministère? C'est pour eux on organise la marche. Donc, je crois qu'on a donné de la valeur à une initiative en réalité qui était bien partie pour ne rien donner. Non, moi je crois que c'est un abus de pouvoir du maire. C'est-à-dire que depuis cette histoire d'accord préliminaire où l'opposition
s'est permis de signer un document en disant bon, nous nous engageons à suspendre les marches contre une promesse une promesse virtuelle du régime de suspendre le processus électoral. Une promesse virtuelle? Oui, c'est virtuel. J'aggrave un peu les choses. Une promesse virtuelle. Il n'y a rien eu. Et donc l'opposition s'est liée les mains. Aujourd'hui, dès qu'on veut manifester dans le pays, et le ministre de l'administration territoriale sort ce bout de papier pour dire nous sommes en dialogue et nous avons convenu que pendant le dialogue, personne ne manifestera. Et donc, ça bloque tout. Maintenant, on oppose ça à des syndicalistes qui ne sont pas partie prenante du dialogue. Si c'est un engagement entre protagonistes de la crise, c'est-à-dire pouvoir de l'opposition, on peut comprendre que si l'opposition veut manifester, on lui oppose ça. Mais pourquoi on va opposer ça aux syndicalistes? Ça veut dire qu'on utilise ce bout de papier, on utilise ce bout de papier pour fermer la parenthèse de la Constitution. On la met au-dessus de la Constitution pour interdire les manifestations. Je pense que c'est un abus et il ne fallait pas interdire cette manifestation-là. Je pense que c'est ça qui est un peu dangereux dans ce qui est en train de se faire. Alors, ça nous amène à parler de la politique et ce qui s'est passé il y a une semaine à Lomé. Le canard indépendant est venu sur une question précise parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va aller très rapidement. C'est sur la question du transition telle que l'opposition l'évoque aujourd'hui. D'abord, on comprend aisément qu'elle n'a pas abandonné son initiative première, c'est-à-dire le retour à la Convention de 92, quand on lit les 5 points tels qu'évoqués. Oui, en réalité, c'est-à-dire qu'il parle de concession, mais quand vous lisez entre les lignes, vous n'avez même pas besoin de lire entre les lignes, ça saute aux yeux. Quand vous prenez les 5 points, c'est carrément l'implication du retour à la Constitution de 1992 qui sont relayés là. Mais moi, je crois que sur cette question de la candidature de Faure Gnassingbé, je ne sais pas si le fait d'aller crier sur les antennes ou n'importe où pour dire il ne sera pas candidat en 2020, bon, on a parfois envie de se poser la question, bon, toi tu es qui pour dire à l'autre qui ne sera pas candidat à telle ou telle élection? Parce que moi je crois que ça aurait pu être réglé autrement, c'est dans les coulisses. Si ce n'est pas les coulisses, bon, je pense que jusqu'aujourd'hui la loi que nous avons, rien n'a été fait, hein. Rien n'a été modifié dans notre conseil. La loi que nous avons pour l'instant est toujours en cours, permet à n'importe qui d'être candidat s'il remplit les conditions. Maintenant, quand un individu dit, bon, toi tu ne seras pas candidat, moi je peux te poser la question, mais toi tu es qui pour me dire que je ne serai pas candidat? Au nom de quoi? De quelle légitimité tu es investi pour? Donc moi je ne pense pas que ce soit les déclarations tapageuses sur les antennes qui vont empêcher tel ou tel d'aller d'être candidat ou pas. Et je crois qu'ils sont à un dialogue, ils peuvent utiliser d'autres passerelles et se faire, je ne sais pas, que les gens peuvent faire des concessions même qu'on ne pourra pas rendre public puisque ça peut rester des accords secrets. Des accords secrets peuvent régler ça, mais bon, les tapages sur les antennes pour dire nous allons empêcher tel d'être candidat, bon. Abi Alpha. Oui, moi je crois que les 5 points dont vous parlez, ça résume tout. Parce qu'au fait, ce ne sont pas les 5 points là seuls qui ont été charcutés de la Constitution de 92. C'était toute une ribambelle de dispositions. Sauf qu'en dehors de ces 5 points, c'est-à-dire les autres points là, ce n'était que du saupoudrage. Si aujourd'hui vous demandez au régime de laisser tomber les 5 points là et de ramener toutes les autres, tout de suite à la minute, ils vont le faire. Parce qu'au fait, les autres dispositions ne sont pas menaçantes. C'est là-bas le cœur, exactement, c'est là-bas le cœur du problème. Donc moi, c'est vrai, les gens ont trop vite annoncé que le C14 a laissé tomber le retour, ce qui est archi faux. Il faut seulement parcourir la déclaration liminaire de la dernière conférence de presse qui dit tout. Et moi, je crois bien que dans les jours à venir, certainement que le médiateur, on va encore pas entendre parler de lui. Ce n'est pas encore un échec du dialogue. Ce temps mort-là permet aux deux camps, chacun de réfléchir à comment rebondir et permettre aux médiateurs de savoir quoi faire pour, n'est-ce pas, rapprocher les deux positions de façon à ce que la population togolaise s'en sorte. Parce qu'il est question aujourd'hui, la coalition parle de transition et transition. Oui. Jusqu'en 2020. Tikpi Adam sort et dit
une transition sans Faure Gnassingbé. Ce n'est pas Tikpi Adjedam qui l'a dit. Il faut retourner à tout depuis que les manifs ont commencé, depuis que le C14 est né. Quand vous regardez, vous suivez les discours de tous les acteurs qui animent actuellement la coalition. Ce que Tikpi Adjedam a dit n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation. À moins que certains veuillent dire une chose en public et dire autre chose dans les couloirs. Sinon, moi, je ne crois pas que c'est quelque chose du jamais vu. Il y a une situation, on ne peut pas l'occulter. Elle est sérieuse. Il y a un peuple qui est fatigué d'une situation. Et ce que les collègues demandent, ce n'est pas une faveur. D'accord, merci beaucoup. Moi, je crois que les acteurs politiques ont évolué de part et d'autre. Sauf qu'il y en a qui continuent par faire preuve de mauvaise foi. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du groupe des 14, les gens étaient partis du retour à la Constitution de 92 dans son intégralité pour se résumer maintenant à quelques 5 articles. Et tout le monde reconnaît que ce que les gens cherchaient dans la rue, c'est ça qu'ils ont transposé aujourd'hui dans le débat, à travers les 5 articles-là. Notamment quand les gens se retrouvent pour un dialogue et ils évoquent la candidature d'un individu. Et que tout porte à croire que c'est autour de cette candidature que les choses doivent se passer. Ça veut dire qu'il y a quelque part une mauvaise foi. Et puis je reviens à votre dernière... la transition sans Faure Gnassingbé. La transition sans Faure Gnassingbé. Et ça, c'est Tikpi qui le dit. Et quand vous écoutez Tikpi et tous ces hommes, ils ont clairement fait entendre aux Togolais qu'ils sont sortis dans la rue, c'est pour prendre le pouvoir. Et pour eux, quand on dit qu'on va faire une transition sans Faure, maintenant, qu'est-ce qui va être là où Faure est pendant qu'on fait cette transition-là? Avec quelle gymnastique on irait prendre quelqu'un pour dire voilà, c'est toi qui as la place de Faure, nous faisons notre transition sans Faure. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens essayent encore de voir quelques petits réglages de bonne volonté et tout va marcher bien. Merci beaucoup. Ferdinand Haïté. Non, moi je crois que nous sommes dans un dialogue, les gens sont allés autour d'une table de négociation. Il faut lâcher quelque chose, il faut prendre quelque chose. Bon, maintenant, tout ça peut être sujet à discussion, à polémique. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas autour d'une table comme ça qu'on négocie ou bien qu'on obtient le départ d'un régime qui est séquentenaire. Et lorsque les gens disent, bon, nous voulons... C'est où on le fait lorsque les gens disent... Oui, la politique, c'est un rapport de force. Lorsque les gens disent que nous voulons que quelqu'un parte, quel est le rapport de force que vous créez pour contraindre la personne à partir? Si vous le dites si vous le dites juste sur les médias, sans rapport de force conséquent, la personne ne partira pas. Et si vous dites on veut une transition sans Faure, comment vous faites pour le dégager? Parce que c'est lui qui est assis actuellement dans le fauteuil. Donc, il faudrait que cette opposition fasse actuellement une certaine, je ne sais pas dire autocritique, mais qu'elle comprenne que ce n'est que par le rapport de force qu'elle peut contraindre le régime à reculer. Aujourd'hui, il n'y a pas de marche. Sans rapport de force, elle ne pourra rien obtenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de marche. Si aujourd'hui on est allé autour de la table de discussion, c'est parce qu'il y a eu un rapport de force entre-temps dans le pays qui a contraint le régime à venir à la table de discussion. Mais si vous lâchez et vous restez dans votre confort, vous dites oui, nous voulons une transition sans Faure, comment vous y prenez pour le dégager de là? Donc, toute la problématique est là. Et donc, moi, je pense que cette opposition doit revoir sa stratégie, doit retravailler sa stratégie, plutôt que de penser que, bon, lorsqu'on dit clairement sur les médias que Faure doit partir, c'est automatiquement que Faure parte, quoi. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Je rappelle que c'est vous le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative. Merci. Fabrice Pekézi, le patron du bi-hebdomadaire Le Libéral. Tchaniao Arumiao, le patron de l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Et Abi Alpha, le patron de l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Messieurs, merci d'être venus pour le débat. C'est la fin de... Oui, c'est le vendredi saint. Le vendredi saint, on aura tout le monde. Merci à Jack Prosper pour la mise en onde. Appelez-moi Saint-Rigaton. On se retrouve lundi. Non, lundi, il n'y aura pas émission puisque les journaux ne seront pas dans les kiosques. C'est une journée fériée. On se retrouve mardi pour une nouvelle aventure sur la radio. À très bientôt. Bon week-end à vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez
Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.